Nous désirons avertir nos abonnés que ce film renferme des scènes de violence. Bienvenue dans Moon 237. Aujourd'hui on parle du plaisir et de son au-delà avec Hellraiser, le film culte de Clive Barker. Le pacte. Soyez plus fort que ces forces-là. Hellraiser, c'est donc l'adaptation par Clive Barker lui-même de sa propre nouvelle Hellbound Heart. Hellbound Heart. Hellbound. Hellbound Heart. Heart. Hellbound Heart. Hellbound Heart. Hellbound Heart. Hellbound The Hellbound Heart. 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 Hellbound Heart. Heart. À la base, Barker, c'est donc un artiste britannique multicasquette, écrivain, peintre, mais aussi donc réalisateur. Il déploie ainsi tout un univers issu de ses rêves et de ses cauchemars. Mais ce qui va également distinguer Barker, c'est qu'une grande partie de son œuvre va être teintée d'une dimension sexuelle très importante, caractérisée par une imagerie très érotique, très gaie, mais aussi et surtout très SM. C'est l'incarnation, tu vois, de la gaietude cuir SM. C'est ça Hellraiser, ça ne parle que de ça. C'est fait par un mec qui est ça et qui dit c'est de ça que ça parle. Qu'on aime le BDSM ou pas, il faut reconnaître que le design des créatures infernales reste imbattable encore aujourd'hui, et que leur impact sur la pop culture est difficilement contestable. Après moi j'ai juste un problème avec ce monstre là. Alors c'est pas tant sa bouille qui me dérange que le fait peut-être qu'on voit complètement les roulettes qu'il faut avancer. Mais c'est pas bien grave, et ça n'empêche pas qu'en 1986, dans la bande-annonce officielle du film, une citation de Stephen King viendra littéralement adouber Barker comme le nouveau grand auteur de fantastique. I have seen the future of horror. His name is Clive Barker. Et ça déconne zéro. Hellraiser le film, c'est donc l'histoire d'un cube maléfique que si tu l'ouvres, ta soirée elle prend un virage à 180 degrés. Pas au cube. Et ouvrir le cube, c'est pourtant ce que va faire Frank Cotton au début du film. Un individu qui semble n'avoir de cesse que de chercher à repousser les limites de son propre plaisir. It's never enough. What's your pleasure, Mr. Cotton? En ouvrant la boîte, il ouvre ainsi une porte vers l'enfer, mais aussi vers des créatures fantastiques appelées Cénobites, et qui n'ont qu'une envie, celle de vous faire connaître le plaisir le plus absolu. Wow, c'est stylé, non? Ah ça c'est stylé. Et pour les Cénobites, ce plaisir intense et particulier, au-delà même du plaisir, s'explore au travers de la souffrance la plus délicieuse, le point de douleur exquis. Ah oui, ok, yes.
La souffrance, cette délicieuse souffrance. Et effectivement, c'est là toute la puissance du film que d'avoir créé un univers et des monstres qui arrivent ainsi à brouiller les repères entre ce qui d'habitude est bien différencié, c'est-à-dire la question du bon et du mauvais, Demons to some, angels to others. du plaisir et de la souffrance, Pain and pleasure, indivisible. du meilleur ou du pire. We belong to each other now. For better, for worse. Et comme le disent très bien Rattle Rock ou Alt 236 dans leurs vidéos, ce qui rend les Cénobites complètement fascinants, c'est qu'ils sont l'incarnation même de cette indifférenciation. Sexe et religion, violence et calme-froid, souffrance et plaisir, les Cénobites sont une contradiction ambulante. Ils sont froids, amusés, calmes et fanatiques, vouant un culte à la douleur qu'ils présentent comme le raffinement ultime. No tears, please. It's a waste of good suffering. Un petit mot rapide sur la VF du film, qui je trouve est vraiment pas mauvaise. Allez au diable! Et qui est en réalité la version française originale. Parce qu'il faut savoir que le film a été doublé une seconde fois pour sa sortie en DVD dans les années 2000. Et comme visiblement depuis les années 2000 on ne mérite plus de doublage de qualité, et ben on est passé de ça Mais laissez-moi, c'est une erreur! Je voulais pas l'ouvrir! à ça. C'est une terrible erreur! J'avais pas l'intention de l'ouvrir! C'est un malentendu! Allez-vous-en! Laissez-moi tranquille! Non vraiment ça valait le coup. Bon, l'intrigue du film débute véritablement lorsque Larry, le frère de Frank Cotton, et sa femme Julia décident de s'installer dans une ancienne maison familiale. Voilà. Tu vois? On y est. Nous sommes chez nous, enfin. Une maison que Frank Cotton semble avoir occupée précédemment. C'est Kirsty, la fille de Larry, qui va découvrir que des choses pas très catholiques se déroulent dans la maison. Et il faudra pas attendre longtemps pour qu'elle se retrouve en présence du cube, qu'elle s'en empare et qu'à son tour, elle l'ouvre. C'est pas facile, hein? Touche pas au cube. Merci. Kirsty, c'est donc finalement l'héroïne de ce premier film, et on la retrouvera également dans Hellraiser 2, qui est pour moi un film sublime, largement aussi bon que ce premier épisode. Hellbound. Hellraiser 2. Fear is reborn. Bon, aujourd'hui, la saga Hellraiser, c'est pas moins de 11 films, dont une grande partie est littéralement à mettre à la poubelle. La faute sans doute à des producteurs qui n'y ont jamais rien compris. C'est d'ailleurs ce dont témoigne Pascal Laugier, qui il y a quelques années s'était vu proposer la réalisation du remake de Hellraiser. Et ce qui fait que je me suis retrouvé avec un truc surréaliste, où je suis en train de développer un film d'après Clive Barker, Hellraiser, et de gommer, et que les frères Weinstein gomment systématiquement toutes les allusions homosexuelles, gays, SM dans Hellraiser. Tu vois, et puis rapidement j'ai compris qu'ils voulaient faire en fait un slasher. Welcome, Hellraiser. Avec Pinhead, le méchant, en train de tuer 3 teenagers en balançant des punchlines, tu vois, en balançant des vannes, quoi. Welcome to hell. Et évidemment, on se dit, si je fais ça, ma carrière c'est terminé, quoi. Les fans d'Hellraiser vont me haïr, et à raison d'avoir fait ça, et il faut surtout pas que je fasse ça. Donc j'ai fait une V1, et puis quand on m'a dit ça, je suis parti en courant, et ils ne m'ont plus jamais revu. Les Cénobites m'ont proposé un pacte, aller au-delà des limites. Dans la collection Lire audio classique, Au-delà du principe de plaisir, de Sigmund Freud. Le principe de plaisir. La théorie psychanalytique admet sans réserve que l'évolution des processus psychiques
Au-delà des qualités intrinsèques du film, ce qui m'intéresse pas mal dans Hellraiser, c'est qu'il propose une lecture et une représentation d'une notion psychanalytique particulièrement complexe mais passionnante, celle de l'au-delà du principe de plaisir, développée par Freud en 1920. L'essai de psychanalyse intitulé Au-delà du principe de plaisir constitue un grand tournant dans l'œuvre de Freud. C'est donc un texte que Freud écrit juste après la Première Guerre mondiale, alors qu'il se retrouve confronté au retour des traumatisés de guerre. Les soldats revivent en pensée, de jour comme de nuit, les images dramatiques des moments les plus tragiques qu'ils ont vécus sur le front. Ils se les repassent en boucle, ces images, ils en sont imprégnés, ils y sont littéralement soumis. Eux qui ne peuvent plus marcher sans trembler, ou tenir debout, sans tomber comme des fusillés perpétuels. Et ce qui emmerde Freud, c'est que ce qu'il observe chez ses soldats ne fait pas sens vis-à-vis de sa propre théorie psychanalytique, et notamment du principe de plaisir, qui stipule que la pulsion chez le sujet névrosé vise toujours la satisfaction du plaisir, et donc l'évitement du déplaisir. Et là, dans les névroses de guerre, c'est comme si la pulsion poursuivait un but totalement opposé au plaisir, et qui serait la souffrance, voire la destruction du sujet. Freud se retrouve en effet confronté à des individus qui répètent en eux-mêmes des choses mortifères, douloureuses, qui ressassent les mêmes cauchemars nuit après nuit, bref, qui se font souffrir. La douleur est pourtant ce que nous fuyons tous depuis la nuit des temps. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et justement, devant l'horreur de cette grande guerre et de la souffrance infinie que continuent de s'infliger les rescapés, Freud se demande si c'est aussi clair que ça. Je suis venu ici pour souffrir, ok? La recherche du plaisir ne serait peut-être pas le seul destin de la pulsion. Il y en aurait une autre, au-delà du plaisir. La guerre a détruit ma génération. Ceux qui n'ont pas péri ont sombré dans l'alcool. Je suis allé plus loin. J'étais à la quête des plaisirs interdits. Ouvrir la boîte fut ma dernière expérience. Je découvris le monstre dans la boîte, et il trouva le monstre en moi. Dans ce texte, il va à la fois essayer de comprendre ce qui fait que les gens répètent les choses qui les font souffrir, et notamment les cauchemars traumatiques. Et en même temps, il interroge la place des pulsions de vie et des pulsions de mort. La ligne de vie est délimitée par deux pôles à ses extrémités, la peur et l'amour. Et dans ce texte, Freud ne les considère non plus comme opposés, mais bien comme liés. Pain and pleasure, indivisible. On peut pas diviser les choses en deux catégories, les choses sont pas aussi simples. La ligne de vie est divisée de cette manière. Enfin, la vie est pas aussi simple. C'est-à-dire que pour lui, pulsion de vie et pulsion de mort sont toujours présentes ensemble. Pour Freud, il y aurait donc en chacun de nous une tendance à tendre vers un au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire vers quelque chose de beaucoup plus mortifère. Une tendance naturelle de l'organisme à rechercher son propre anéantissement, sa propre destruction, et principalement lorsque cet organisme baigne dans une souffrance trop prégnante. La boîte, vous l'avez ouverte. À quoi ça? Ah non? Ah j'ai pas... Non, j'ai pas ouvert la boîte. Elle était déjà ouverte la boîte, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai ouvert la boîte. Elle était déjà... je l'ai trouvée là et en plus elle était déjà ouverte la boîte. Donc c'est pas moi qui ai ouvert la boîte. C'est ta chair que nous voulons expérimenter, pas ton habileté à marchander. De quoi? De quoi? Plus tard, Lacan utilisera le terme de jouissance pour qualifier cet au-delà du principe de plaisir. Comme un accord, si vous voulez bien.
La jouissance, pour la psychanalyse, c'est pas le sens courant de plaisir extrême. Puis j'ai pas ouvert la boîte, j'ai fait coulisser la boîte à la limite, mais ouvert, non. Non, pardon, mais... La jouissance, c'est au-delà et c'est illimité. Ils promettent l'éternité à jamais. Et ce n'est pas à confondre avec le plaisir. Le plaisir, lui, il a une limite, par exemple l'orgasme. Et la limite, elle fait partie même de l'idée de plaisir. Success limits. So does killing. Et ce que vous proposent les Cénobites, c'est justement de franchir cette limite et d'explorer son au-delà. The Cenobites gave me an experience beyond the limits. Les Cénobites, en effet, ne connaissent pas le plaisir. En revanche, ils ont tout à vous apprendre sur la jouissance. Tu as tellement de nouvelles jouissances à découvrir avec nous. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est vous qui l'avez faite? Elle est belle, hein? Ah ouais. Oh là là. Si, c'est sympa, hein? Ah ouais, j'adore. J'ai pas vu le film, hein, mais j'adore la boîte, hein. Cette jouissance, ou cet au-delà du principe de plaisir, on peut aussi l'envisager à travers tous nos comportements addictifs. Et si Hellraiser Dider parle assez littéralement de ça, c'est aussi pour moi l'une des thématiques centrales de la saga. The puzzle box is the physical representation of a highly potent and addictive drug, and the Cenobites are the personification of addiction. Il est en effet difficile de ne pas voir dans le cube la représentation de cette combinaison de jouissance et de souffrance présente dans toute forme d'addiction ou d'aliénation à un objet. Dans l'addiction, bien souvent, le plaisir est absent. Je sais pas pourquoi je fume, moi. Ça me procure aucun plaisir. J'ai fumé 2 lattes, j'ai déjà envie de chier. J'ai les doigts qui puent, j'ai les dents jaunes. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je comprends pas. Oh. T'en veux ? D'une certaine façon, on pourrait dire que dans l'addiction, on est au-delà d'un certain régime de fonctionnement dans le plaisir. On fonctionne dans la souffrance, et c'est cette souffrance au-delà qu'on va appeler jouissance. Je peux enfin rêver à présent. Oh, tu n'imagineras jamais à quel point je peux rêver maintenant. Et cette jouissance-là, elle est illimitée. Ça souffre sans borne, c'est un horizon infini de délicieux désespoir. Est-ce qu'il n'y a pas un moment sur de ces 4 films où tu as eu un moment où tu étais heureux, enfin bien, à un moment de ces 4... Non, parce que le rapport à ce que je fais, c'est un rapport de jouissance. Ouais. Et la jouissance, la jouissance, c'est pas le plaisir. Ouais. C'est même l'ennemi. Enfin, l'un est l'ennemi de l'autre pour moi. C'est pas un dérivé. Donc t'as jamais de coït. La jouissance, c'est l'autre paire de manches. C'est-à-dire que je suis dans des affres qui me font monter très haut et descendre très bas. Rarement entre les deux. C'est rarement dans cette notion comme ça de simplicité quotidienne, d'un rapport de plaisir à ce que je fais. C'est pas possible. J'ai toujours l'impression d'être au bord du gouffre, de jouer ma vie, d'avoir soit très très réussi quelque chose, soit complètement raté à l'intérieur d'un même film, je veux dire. Et donc c'est un ride émotionnel permanent qui me fatigue beaucoup, qui fatigue énormément mon entourage. Je ne sais pas comment ma femme fait pour me supporter. Et je me noie dans les bas-fonds. 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 Et je me souviens qu'une fois, par exemple, on m'avait offert une boîte à meux. Tu sais, vous savez, une boîte à meux. J'ai ouvert la boîte pour trouver le cadeau à l'intérieur. Bon, c'était un kimono. Il y a la ceinture jaune, il y a la ceinture verte, la ceinture bleue, et il y a une ceinture tricolore aussi. Oh la jolie forme. C'est le mécanisme qui permettait que quand on retourne la boîte comme ça, ça produisait le son me. Ah mais une boîte à meux, c'était une boîte avec comme si on avait enfermé une petite vache à l'intérieur de la boîte. C'est très rigolo, les enfants adorent ça. Voilà, comme je vous dis, quand on retourne la boîte, voilà, ça fait le son du gémissement de la vache, quoi. Une boîte à meux. C'est ridicule. Mais non, les enfants adorent ça, c'est pas ridicule,